Nous savons tous comment est-ce que l'Afrique devient un petit village par rapport à ses habitants, par rapport à ses compétences, ainsi que par rapport aux voyages qui peuvent se faire ou encore aux déplacements qui peuvent s'effectuer entre pays et dans le continent. Pour cet après-midi, nous avions comme membres du panel, les panélistes, nous avions trois jeunes et grandes dames que j'apprécie beaucoup. Nous avions docteur Muriel de la RDC, nous avions docteur Paul de la République du Congo, Congo-Brazzaville, qui est voisine au docteur Muriel. Et puis, nous avons docteur Wendy depuis Burkina Faso. Je vais permettre au docteur Muriel de saluer les internautes et je vais continuer avec nos introductions. Merci. Alors, bonjour tout le monde, c'est un plaisir de participer tout justement à cette réunion et de partager tout justement cette problématique qui touche finalement l'Afrique et également le monde entier. Et je suis contente également de partager ce moment avec mes consoeurs de différents pays de l'Afrique, notamment de mon pays voisin, le Brazzaville, ainsi que du Burkina Faso. Donc voilà. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler que le docteur Muriel Kelenda est titulaire d'un diplôme de médecine obtenu en 2016 en République démocratique du Congo. Elle a ensuite occupé pendant 2 ans à Bangui, en République centrafricaine, les fonctions de responsable médical des équipes de lutte anti-mine de Development Initiative, TDI en sigle, une organisation internationale partenaire du service de la lutte anti-mine des Nations Unies. Cette expérience de terrain conjuguée à sa pratique en milieu hospitalier ont renforcé son intérêt pour la santé publique, plus particulièrement dans le renforcement des systèmes de santé. Donc, c'est un réel plaisir d'avoir le docteur Muriel et nous espérons avoir des réponses aux questions qui minent les internautes, qui minent les Africains concernant le système de santé en Afrique. Je vais aussi aller au pays voisin qui est la République du Congo, le Congo-Brazzaville avec le docteur Paul. Je vais permettre au docteur Paul de saluer les internautes et nous allons continuer ainsi avec nos introductions. Merci. Bonjour à tous, docteur Paul ici depuis la République du Congo, comme l'a dit ma collègue docteur Muriel. Et donc, c'est un réel plaisir de faire partie de cette conférence et on espère pouvoir répondre aux soucis de la population et pourquoi pas du monde, aux questions du mieux qu'on peut. Et donc, je salue tout le monde, mes chers collègues ainsi que tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Je suis sûre et certaine que nos internautes ont vraiment soif de connaître qui est le docteur Paul, qui est le docteur Wendy. S'il vous plaît, prenez votre mal en patience parce que je tiens à rappeler que nous avons docteur Paul Sarah. Elle est docteur Paul Sarah Mambouli. Elle est actuellement docteur de l'École internationale américaine de Brazzaville, qui est ISB en sigle. Elle travaille à l'école depuis mai 2018 en tant que médecin de l'école. À ses fonctions ou encore à ses responsabilités de docteur de l'école, s'est ajouté le poste d'enseignante de chinois à temps partiel depuis janvier 2019. Elle a reçu la plupart de ses études élémentaires et secondaires ici au Congo-Brazzaville et elle est titulaire d'un diplôme MBBS, qui est docteur en médecine et chirurgie obtenu à l'Université médicale de Dalian en Chine. Elle est passionnée par la nutrition, la pâtisserie, la cuisine intercontinentale, la lecture ainsi que le tourisme et la décoration et au finish les langues étrangères. Une fois de plus, soyez la bienvenue, Dr Paul. Merci beaucoup, docteur. Je vais vous présenter une consoeur aussi que j'apprécie beaucoup, Dr Wendy, depuis le Burkina Faso. Comme nous l'avons su le dire, nous parlons de l'Afrique. Donc l'Afrique avec ses potentiels.
Le docteur Wendy va dire bonjour aux internautes et puis nous allons continuer avec nos introductions. Merci. You have a WhatsApp message from WhatsApp Web. Je pense qu'on a un petit souci avec Dr Wendy. OK. Nous avions un petit souci avec le docteur Wendy du Burkina Faso. Un petit problème de logistique, mais elle va nous revenir très bientôt. Elle est diplômée, elle est titulaire d'un diplôme de médecine. Elle est docteur en santé primaire au niveau de l'hôpital public du Burkina Faso. Elle a eu à recevoir ses études supérieures ou encore universitaires au sein de son beau pays, le Burkina Faso. Nous allons alors commencer. Nous demandons aussi aux internautes si vous aviez des questions, s'il vous plaît, prière de les envoyer. Ça serait un réel plaisir de les répondre. Voici la première question à nos chers membres du panel. La première est celle-ci. Quelle est la situation actuelle des soins de santé dans vos pays respectifs? Je vais commencer avec Dr Paul. Quelle est la situation actuelle des soins de santé en République du Congo, plus précisément à Brazzaville? Merci. Merci pour la question. Quelle est la situation actuelle des soins de santé en République du Congo? Et je vais repartir en arrière pour avoir une idée claire sur ce qui a conduit ou bien ce qui a influencé l'état du système sanitaire ici au Congo. Donc, l'absence du développement des ressources humaines pour la santé, d'abord, et puis il y a eu une période de plus de 20 ans qu'on a arrêté avec les recrutements du personnel sanitaire. Donc, cela a causé une diminution au niveau du taux de l'effectif du personnel de santé. Et donc, avec le manque d'équipements médicaux, manque du personnel paramédical également. Et donc, aujourd'hui, si on peut parler de l'état des soins de santé au Congo, je dirais qu'on n'est pas là où on veut bien être aujourd'hui. Oui, on n'est pas là où on souhaite être, s'il faut le dire ainsi. Donc, il y a une faible capacité de gestion des ressources humaines de la santé, manque de coordination entre les multiples structures impliquées dans la planification et la gestion des ressources humaines, l'absence de base de données médicales, l'absence du cadre de coordination pour permettre aux établissements de formation, donc entre autres les écoles paramédicales ou les écoles de médecine ici, pour prendre en compte les besoins actuels et du système de santé au fait. Et un manque qui est vraiment permanent de ressources physiques et financières afin de subvenir aux besoins de ces écoles de formation. Merci beaucoup, docteur Paul. Je vous rappelle que c'est le docteur Paul depuis le Congo-Brazzaville. Nous allons alors poser la même question au docteur Muriel, que j'apprécie beaucoup. Docteur Muriel, dites-nous un peu, quelle est la situation actuelle de la santé au sein de mon beau pays, la RDC, plus précisément à Kinshasa? Merci beaucoup. Alors, je pense que je veux un petit peu également évoquer plus ou moins les mêmes problèmes que vient de détailler le docteur Paul, puisque finalement, je pense que la plupart des pays d'Afrique, notamment subsaharienne, traversent finalement les mêmes problèmes de santé. Je vais dire, par exemple, si j'étale vraiment le diagnostic sectoriel de la santé, on a des problèmes notamment liés, comme vous venez de le dire, de prestations de soins de service, ou tout justement qui est lié au problème de qualité de soins, aux problèmes également d'accessibilité aux soins de santé. On a également des problèmes qui touchent également les piliers d'appui du système de santé, entre autres des problèmes d'infrastructure, des équipements, comme vient de dire le docteur Paul.
On a des problèmes de ressources humaines aussi également, donc par le manque de formation adéquate, ou encore des fuites de cerveau aussi, ce qui touche également la plupart des pays africains. On a également des problèmes liés aux médicaments, aux vaccins, notamment où les médicaments sont mal stockés, mal gérés, etc. On a également des problèmes liés au financement de la santé, puisque je pense, comme moi je donne le cas de la RDC, le gouvernement apporte une allocation assez faible de sa participation dans le budget de santé, où finalement c'est la population qui comment dire, finance le plus comment dire, la santé, et qui finalement est aussi une source de pauvreté et d'appauvrissement de la population. À part cela, on a également des problèmes d'information sanitaire qui touchent également nos pays et qui manquent au final la résilience à faire face à certains problèmes de santé, notamment à certaines pandémies, etc. Et je veux souligner un truc important en fait qui touche également nos pays, puisque actuellement, aujourd'hui, on traverse comment dirais-je, une transition à la fois démographique dans nos pays, une transition également épidémiologique et une transition également environnementale. Ce qui fait que finalement, nos pays qui, à l'époque, nos structures de santé étaient faites pour un X population, nombre de personnes, finalement, se retrouvent parfois débordés par ce manque d'infrastructures qui ne suit pas forcément la démographie, etc. Donc, on est à la fois confronté également à ce problème de transition épidémiologique qui, aujourd'hui, on parle du Covid, qui finalement touche qui ne reste pas que des problèmes d'un pays, mais qui peut finalement traverser des continents et toucher des autres populations, etc. Et également, sans oublier des maladies non transmissibles. Aujourd'hui, vu notre transition également socio-économique, on arrive comment dire, à développer certaines maladies non transmissibles telles que le diabète sucré, etc., qui effectivement est aussi parmi les grandes problématiques qui touchent nos systèmes de santé actuellement. Donc, en gros, ce que je pourrais dire, voilà, des problèmes en fait de l'état général un peu de la santé dans mon pays. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je tiens aussi à rappeler aux internautes que c'est le docteur Muriel depuis la RDC, Kinshasa plus précisément. La question était quelle était la situation actuelle des soins de santé au sein de leurs pays respectifs, Congo-Brazzaville ainsi que la RDC. Ce que je retiens de ça, c'est qu'il y a un problème de ressources humaines, de gestion des ressources humaines, gestion des ressources financières. Nous avons aussi un problème d'infrastructure, un problème lié à l'information médicale. Ça, ce sont des termes vraiment qui doivent interpeller les gouvernants, qui doivent interpeller le corps médical, qui doivent interpeller la conscience de toute une population, soit un peu du pays et encore plus du continent africain que nous sommes. Docteur Muriel a eu à soulever quelque chose qui est très important. Elle parle de la pandémie actuelle, qui est la COVID-19. C'est une pandémie. Une pandémie, par définition, c'est quelque chose qui touche tout un continent, plus d'un continent. C'est plus quelque chose qui est juste sectoriel, mais ça devient quelque chose qui est global. C'est une maladie qui est globale maintenant. J'aimerais savoir, déjà avant Covid, le système sanitaire de vos pays sont très fragiles. Avec la présence de la COVID-19, comment est-ce que le système sanitaire répond à cette pandémie dans vos pays respectifs? Je vais demander au docteur Muriel de commencer et puis docteur Paul va ensuite nous faire part de sa situation au pays. Merci, docteur Génie. Effectivement, cette année a été une année de surprise comme pour tout le monde. Moi, je n'ai pas été malheureusement actrice cette année en RDC, à Kinshasa, puisque je n'y étais pas. Donc, cette année, j'ai été en formation à Bruxelles.
Mais j'ai toujours resté, je suis toujours restée connectée finalement à ce qui se passe notamment en RDC concernant la gestion du Covid. Et effectivement, le pays a été touché d'une part à la réponse qui a démontré également cette fragilité finalement de nos systèmes de santé à répondre à cette pandémie. Où j'ai lu notamment le problème de gestion. Tout à l'heure, on parlait c'est aussi un sujet assez, comment dire, d'actualité, hein, où il y a eu un déblocage d'un fonds pour répondre et qui a été mal géré, qui a été détourné, etc. Mais aussi au niveau même de structures hospitalières où, par exemple, l'hôpital, comment dire, la clinique universitaire ou qui a été désigné comme parmi l'un des centres de riposte, hein, où finalement il y a eu de problèmes d'équipement, notamment des respirateurs, où la clinique comptait que 7 respirateurs, qui au final, pour répondre aux besoins, n'a pu mettre comment dire, on peut utiliser qu'un respirateur finalement pour répondre aux besoins des malades, etc. Et il y a eu quelques témoignages également de médecins aussi qui, comment dire, parlaient de ce manque de matériel qui ne les permettait pas finalement à pouvoir travailler sainement dans les hôpitaux. Et malgré cela, ça ajoute également l'incrédulité des populations, hein, où finalement les gens se disaient, est-ce que nous sommes vraiment concernés par cette maladie? C'est peut-être une maladie des riches, etc. Donc finalement, les médecins se voient confrontés à la fois à ce problème d'infrastructure, à ce problème de salaire également, tout ce problème dont on vient d'évoquer finalement ont bien ressurgi durant cette crise, pendant cette pandémie finalement. Donc, en gros, je n'ai pas été vraiment actrice sur terrain pour témoigner de moi-même, mais effectivement, parmi les témoignages aussi des collègues qui ont été sur place, voilà, ça n'était pas non plus chose facile pour eux, puisqu'ils n'étaient pas non plus en sécurité à pouvoir être à même à donner des soins adéquats. Donc, voilà. Merci beaucoup, docteur Muriel. On peut sentir que malgré son absence sur le terrain, elle reste connectée à son pays, elle reste connectée aux informations parce qu'elle ne veut pas aussi être victime de la mauvaise information médicale. Elle reste connectée à ce qui se passe sur le terrain, plus précisément à Kinshasa. Et nous avons foi que quand vous allez terminer votre formation, vous serez très, très utile à Kinshasa, à la RDC et à toute l'Afrique en général. Dans ce cas, je vais appeler notre médecin depuis Brazzaville, docteur Paul. Quelle est alors la réponse du Congo face à cette pandémie mondiale, la COVID-19? Merci beaucoup, docteur Jenny, pour la question. Je ne répéterai peut-être pas ce que docteur Muriel a dit parce que c'est presque les mêmes choses, mais ce que je vais vraiment ajouter, c'est surtout, il faut d'abord savoir qu'en 2009, donc selon les études qui ont été faites, il y avait, je pense, 0,28% des médecins, donc du corps des médecins, et puis 1,91% pour 10 000 habitants. Donc, ce qui revient à dire que le nombre du personnel est très, très limité. Donc, le nombre du personnel, déjà, en dehors de la pandémie, était très limité. Donc, un médecin pouvait recevoir jusqu'à 100 personnes par jour, ce qui n'est pas évident. Et donc là, s'ajoute la pandémie au fait. Donc, quand la pandémie est venue, on a vu, il y avait vraiment un décalage, si je peux le dire ainsi, parce que
les médecins étaient exhortés à pouvoir faire face à cette pandémie. Donc, ils s'occupaient plus de ceux-là qui étaient infectés par la maladie. Donc, ça a eu une diminution, je peux dire, du côté de l'attention des patients qui avaient des maladies non transmissibles, comme le diabète, venait de dire Dr Muriel. Et donc, ces personnes-là ne pouvaient pas recevoir une certaine attention médicale venant des médecins, vu le nombre tellement limité de médecins et tout le monde, puisqu'on avait beaucoup de centres repartis au niveau national. Donc, pas seulement à Brazzaville, à Pointe-Noire et dans les contrées, les zones rurales. Donc, c'était très, très difficile. Et donc, cela a conduit à ces patients-là qui souffraient des maladies non transmissibles d'être un peu réticents. Et aussi la mauvaise nouvelle qui circulait que non, si vous allez à l'hôpital, vous allez être contaminé. Donc, cela a conduit ces patients-là à ne pas s'y rendre en cas de problème pour recevoir les soins parce qu'ils se disaient, premièrement, il y a cette mauvaise nouvelle qui circule, vous serez contaminé. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils allaient vraiment recevoir les soins par rapport à cela. Donc, cela a vraiment impacté le système sanitaire de ce côté-là. Et aussi la mauvaise gestion, oui, comme l'a dit docteur Muriel, on a reçu aussi un fonds de riposte, mais cela a été mal géré. Donc, il y avait des jours où les gens se rendaient dans ces centres-là de dépistage. Et quand ils se rendaient, et on leur apprenait que les kits étaient finis, limités, donc ils ne pouvaient pas faire le test alors qu'ils avaient tous les symptômes. Ils ne se sentaient pas bien, mais quand ils se rendaient, ils ne pouvaient pas être testés. Donc, tout cela a vraiment affecté le système sanitaire, en fait. Et donc, les médecins qui étaient quand même disposés à faire face à cette pandémie pour aller prendre soin des malades, ils ont fait face aussi à un manque de structure sanitaire qui était en place, les équipements et même pour eux-mêmes. Donc, en tant que médecins, ils étaient vraiment prêts à les aider, mais ils devaient eux-mêmes aussi être protégés. Donc, c'est cette chose qui n'ont pas reçu de la part du gouvernement et ça a limité même le nombre de volontaires parce qu'on avait demandé aux volontaires, le corps médical, médecins comme infirmiers, le corps paramédical d'être volontaires. Et il y a beaucoup qui ont vraiment résisté face à cela, vu qu'ils avaient bien le désir d'aller pour aider et tout, mais ils pensaient aussi à leur famille, si eux-mêmes ils ne sont pas protégés face à cela, et donc ils allaient mettre en péril tout le monde. Donc voilà pourquoi ça a été plutôt mal géré et puis ça a beaucoup affecté le système sanitaire de ce côté. Donc il y a eu aussi cette méfiance entre les médecins et la population parce qu'on se disait que non, mais quand vous allez là-bas, donc ça a vraiment brisé cette relation médecin-patient. Donc, à cause de tout ce qui se passait au pays, à cause de toutes ces rumeurs qui circulaient, et donc ça a impacté négativement, je veux dire, de ce côté. Wow, merci beaucoup, Dr Paul. Merci beaucoup de ton analyse de la réponse du Congo-Brazzaville face à la pandémie de la COVID-19. À l'égard de tout cela, quand nous voyons déjà la fragilité de notre système sanitaire avant Covid, pré-Covid, et la fragilité sanitaire pendant la Covid, la gestion de la pandémie de Covid-19, et aussi ce qui pourrait arriver après. Est-ce que vous pouvez avoir des analyses personnelles par rapport à vos systèmes de santé? Est-ce que vous avez des analyses personnelles? Qu'est-ce que le système sanitaire de mon pays pourrait devenir après COVID-19, après le passage de COVID-19? Je vais commencer avec
le docteur Muriel sur cette question avant d'aller au futur? Ouf, je pense que cette question est à boire et à manger, hein. Je pense que on- je pense que la pandémie en soi va nous permettre justement, enfin à tout le monde, hein, à toute la population, puisqu'on pense que la santé finalement, c'est seulement quand on tombe malade, on va à l'hôpital, etc. Mais en fait, cette pandémie va permettre également à la population, à tout le monde, de se rendre compte également de ce dont décrit à tout le temps le personnel, et puis se rendre compte de la manière dont les personnels font face également à certaines maladies et comment notre système est fragile. Et moi, en tout cas, j'espère que, en tout cas, je le souhaite, que notre, comment dire, comment je pourrais dire, que chacun finalement joue un rôle pour que notre système de santé soit plus performant. Donc, il y a la part du gouvernement. Donc, si, comment dire, chacun dans le système même de soins puisse jouer son rôle, c'est-à-dire le gouvernement à appliquer son plan d'action de développement sanitaire et à, comment dirais-je, à, comment dirais-je, excusez-moi, est-ce que vous pouvez, excusez-moi, puisque j'ai été un petit peu perturbée, donc je vais revenir, si vous pouvez passer la parole à, oui, parce que j'ai été un petit peu perturbée, oui. Il n'y a pas de problème. Et je veux rappeler aux internautes que cette question m'est juste venue à l'improviste, donc c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que, quelles peuvent être les analyses faites par vous, médecins, dans vos pays respectifs du système sanitaire post-COVID-19. C'est aussi une façon de dire quel est le futur des soins de santé au sein de vos pays respectifs. C'est la même chose. Quel est le futur des soins de santé dans vos pays post-COVID-19? Je vais demander au docteur Paul pendant que le docteur Muriel va encore se rappeler puis revenir vers nous. Docteur Paul? Et donc, pour moi, je dirais que seul un effort collectif pourrait nous permettre de limiter d'abord les dégâts causés par la pandémie, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de dégâts sur le point émotionnel, le point financier, sur le point physique. Il y a eu vraiment beaucoup de dégâts et surtout sur le point social. C'est d'abord un effort collectif. C'est pas seulement, oui, c'est une crise sanitaire, mais c'est pas, je pense, la solution ou peut-être ce que nous devons faire ne va pas seulement venir du système sanitaire, mais c'est le problème de tout le monde, au fait. Oui, étant une crise sanitaire, mais ça a affecté l'économie du pays, ça a affecté d'autres systèmes, au fait. Donc, c'est seulement un effort collectif en venant tous ensemble et tous les systèmes ensemble pour pouvoir travailler dessus et pour pouvoir mettre nos efforts ensemble de limiter les dégâts causés par la pandémie. Nous devons commencer à penser à l'avenir immédiatement parce que je pense que ce qui a causé cette surprise, au fait, ce qui a causé aussi l'impact négatif qu'on voit dans nos pays, c'est tout simplement parce qu'on n'était pas prêt. On n'était pas prêt à faire face à une telle crise. Bien qu'on savait que on a vu ça à l'école, on a étudié, on a tout, mais il n'y avait pas vraiment ce plan-là, ce plan d'attaque ou ce plan de préparation, en fait. Je pense que parce qu'on n'était pas préparé premièrement à faire face à la crise, parce qu'on n'avait pas pensé dans le futur, on n'avait pas pensé en avant, et voilà pourquoi on était un peu secoué de toutes parties, au fait. Et donc, je suis sûre et certaine que nous sortirons de cette crise certainement. Ça, c'est vraiment évident. C'est inévitable. Et nous devons déjà
réfléchir à la feuille de route nécessaire pour amorcer une reprise rapide et entamer aussi nécessairement l'amélioration de notre système sanitaire. Parce que vu l'impact négatif, par exemple au Congo, comme je le disais au début, il y a quelque chose de 20 ans en arrière, on avait carrément cessé avec les recrutements du personnel sanitaire. Et donc, cette crise aussi, je ne dirais pas seulement du côté négatif, mais d'un côté positif, cette crise a aussi encouragé le gouvernement, en fait, le gouvernement congolais, à pouvoir recommencer avec les recrutements, chose qui a été faite d'ailleurs durant cette pandémie. Donc, il y avait certains qui étaient là et puis on était obligé de recruter parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont revenus au pays depuis quelques temps. Et aussi pour cela, pour encourager aussi la formation de ces élèves, au fait, continuer dans la formation du personnel médical parce que quand la crise est arrivée, quand la pandémie est arrivée, on a vu qu'il y avait vraiment une chute du corps médical, donc encourager dans le futur cette formation-là, et chose qui a été faite et qui se fait également. La dernière fois, on a eu à écouter à travers le journal qu'il y avait un nombre de médecins qui sont allés au Cuba pour apprendre et qui sont revenus. Donc, je me dis que ces médecins-là, en fait, ces infirmiers, ce corps médical-là qui est revenu, bien sûr, qui sera placé dans les hôpitaux, pas seulement au niveau du capital, de la capitale, mais aussi dans les parties, dans les zones rurales, pour aider aussi avec les soins et autres. D'abord, revoir notre gestion de ressources humaines de la santé. C'est quelque chose qu'on doit revoir, et pour revoir, on doit être honnête. On doit être honnête pour pouvoir avancer. Pour pouvoir s'améliorer, on doit d'abord examiner ce qui n'a pas marché. Et pour examiner ce qui n'a pas marché, on doit être honnête avec soi. On doit d'abord chercher à savoir quelles étaient les causes, quelle est la racine de tout ce qui a généré, tout ce qui a causé ces mauvais résultats-là, tout ce qui a causé. Et seulement si on va à la racine du problème, si on va à la racine qui cause réellement un problème au niveau de notre système sanitaire, qu'on pourra là améliorer et aller de l'avant et penser à un futur meilleur dans le système sanitaire. Merci beaucoup, Dr. Paul. Je tiens à rappeler aux internautes que c'est le Dr. Paul depuis la République du Congo, plus précisément à Brazzaville. Et j'ai une joie immense de voir le retour de Dr. Wendy. Donc, je vais rapidement reposer la première question à notre cher Dr. Wendy depuis le Burkina Faso. Dr. Wendy, dites-nous un peu, quelle est la situation actuelle? Quelle est la situation actuelle des soins de santé en Burkina Faso et plus précisément dans la zone rurale là où vous travaillez? Merci beaucoup, Dr. Wendy. Oui, bonjour à tous. Et je m'excuse du retard dû à des problèmes de connexion. Donc, tout le plaisir est pour moi de participer à cette conférence. Et pour revenir à la question, au Burkina Faso, actuellement, il y a d'une part l'organisation du système de santé à 3 niveaux. Le niveau central, le niveau régional et le dernier niveau qui est le niveau des structures rurales. Et moi, particulièrement, je travaille dans une structure de dernier niveau qui est le district sanitaire. Donc, au niveau du district sanitaire, on a 2 types de structures. Il y a ce qu'on appelle les centres de santé de promotion sociale, là où l'offre de soins se compose essentiellement de consultations infirmières. Et il y a aussi l'autre type de structure qui est le centre médical où je travaille, par exemple, où on a les médecins et aussi les infirmiers. Et en dehors de ça, il y a les soins de santé communautaires qui sont organisés un peu partout, que ce soit au niveau des centres de santé et de promotion sociale ou bien dans les centres médicaux.
Donc, la situation des soins de santé au Burkina Faso, comme un peu partout dans la sous-région, est caractérisée par une morbidité et une mortalité toujours fortes, avec beaucoup de maladies transmissibles, telles que le paludisme, la tuberculose, et bon, n'oublions pas la pandémie du coronavirus qui est récente. Et actuellement, il y a, dans la région où j'exerce particulièrement, il n'y a pas eu beaucoup de cas de Covid, mais dans les régions un peu plus au centre du pays, on a l'impact de la maladie sur... Dû à un problème logistique, nous venons de perdre Dr Wendy depuis le Burkina Faso. Mais en attendant que Dr Wendy puisse nous rejoindre encore de nouveau, je vais repartir vers le Dr Muriel de la RDC, la République démocratique du Congo, plus précisément Kinshasa, sur la question de quel est le futur des soins de santé en RDC en tant que médecin, en tant que médecin, vous êtes dans la santé publique maintenant. Quel futur pouvons-nous envisager des soins de santé au sein de votre pays? Merci beaucoup. Votre micro, le docteur Wendy est de retour. Donc, on va avec un réel plaisir, réinviter le docteur Wendy pendant que nous donnons encore plus de temps au docteur Muriel de mûrir ses informations sur le futur. Docteur Wendy, à l'écoute. Oui, donc revenons sur la situation sanitaire. Donc, je disais qu'actuellement, il y a quelque chose qui caractérise particulièrement la région où j'exerce, c'est notamment l'aspect sécuritaire. Il faut noter que j'exerce dans le nord du pays, qui est une zone qui a connu beaucoup de perturbations sur le plan sécuritaire ces dernières années. Et donc, il y a beaucoup de populations déplacées en interne. Et avec ces populations déplacées, ils sont plutôt... il est plus difficile à ces populations-là d'avoir accès aux soins de santé, non seulement question accessibilité, mais aussi question finance. Ce qui fait que, et aussi sur le plan du système sanitaire, c'est des populations avec lesquelles il faut compter, qui n'étaient pas nécessairement prévues dans les allocations et dans la prestation habituelle de soins. Et donc, c'est ce qui caractérise notamment l'actualité de la santé dans la région où j'exerce. Et il y a aussi le fait que les personnels de santé sont souvent cibles d'attaques de la part des terroristes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de structures de santé qui ont été fermées. Il y a des personnels de santé qui sont enlevés. Et donc, c'est actuellement le défi sécuritaire qui interfère avec l'offre de santé au niveau de la région du Nord. Merci beaucoup, Dr Wendy. C'est un réel plaisir d'avoir de telles informations concernant le Burkina Faso, surtout la zone nord et encore plus précisément dans la santé ou encore la zone de santé rurale. La deuxième question serait, face à cette pandémie de COVID-19, quelle est la réponse de ton centre de santé à cette pandémie? Déjà que ton système de santé était fragile avant COVID. Maintenant qu'il y a COVID, quelle est la réponse? Comment est-ce que vous répondez à cette pandémie de la COVID-19? Merci. Merci beaucoup, Dr Jenny. Au niveau du pays de façon globale, et la riposte au coronavirus a été organisée essentiellement au niveau central où il y a les structures de dépistage et de prise en charge des cas dépistés. Et au niveau local, il y a ce qu'on appelle les équipes d'intervention rapide qui sont constituées de médecins et d'infirmiers au niveau du district
Et donc, lorsqu'il y a une alerte au niveau communautaire, c'est-à-dire une personne pense que dans sa famille, il y a peut-être un cas de coronavirus, il y a un numéro vert qui a été mis à la disposition de la population. Donc, les populations appellent ce numéro-là et l'équipe d'intervention rapide se charge de se déplacer sur le terrain avec toute la protection nécessaire pour investiguer le cas et, si nécessaire, faire les prélèvements. Ensuite, les prélèvements sont acheminés au niveau central. Et c'est une fois qu'on a, même avant la confirmation du cas, le patient en question ou l'individu en question est mis en isolement avec une équipe pour la prise en charge, la surveillance, disons, et une fois que le cas est confirmé, on procède et le patient est d'abord pris en charge localement, puis il est transféré au niveau central pour la prise en charge parce que, disons-le, au niveau rural, nous n'avons pas les équipements nécessaires pour prendre en charge, notamment en cas de complications respiratoires, tout le plateau de réanimation, etc. Tout cela se passe au niveau du centre. Et aussi, il y a l'aspect préventif aussi sur lequel on travaille beaucoup parce que c'est surtout cela, prévenir les épidémies. Donc, toutes les mesures barrières, on les rappelle chaque jour, on fait des séances de formation du personnel de santé. Et disons-le, il faut reconnaître, les équipements de protection individuelle sont vraiment arrivés tardivement. Bon, on essaie de se rattraper et on essaie de protéger tout le personnel de santé. Parce que moins il y a de contamination du personnel, mieux la population va et plus il y a des ressources pour prendre soin de la population. Okay. Merci beaucoup, docteur. Depuis le Burkina Faso, la zone nord, nous sommes à notre dernier virage. La dernière question, c'est quel est le futur des soins de santé en Afrique? Je vais commencer avec docteur Muriel. Quel est le futur des soins de santé en Afrique en tant que femme africaine, en tant que médecin d'Afrique, en tant que jeune leader d'Afrique? Quel est le futur que vous envisagez dans le système sanitaire en Afrique? Docteur Muriel, à vous la parole. Merci, docteur Wandi. Je vais dire Wandi, Jenny. Je pense que, comme tout à l'heure, je pense que la pandémie du Covid nous a permis à ouvrir les yeux sur la fragilité de notre système de soins de santé. Et moi, j'ai vu également, souvent, je partirai déjà au sein du gouvernement. Je souhaiterais que le futur, que le gouvernement puisse allouer plus comment dire, soutenir plus de systèmes de santé en allouant un financement adéquat pour développer nos systèmes de soins, puisque finalement, cette pandémie nous a permis de comprendre que tout le monde se retrouvait finalement coincé dans le pays. Hier, c'était facile pour certaines personnes, également ceux qui sont moins préoccupés par notre système sanitaire, d'aller à l'étranger pour des soins adéquats. Je pense que cette pandémie nous a finalement permis de comprendre, même j'espère, nos gouvernants, de réaliser que finalement, nous pouvons être autant impactés par une maladie et que si nos structures de santé ne sont pas assez équipées, si nos personnels ne sont pas assez formés, que finalement, ça peut arriver à perdre, puisqu'on a vu même, par exemple, au Congo, où on a perdu plusieurs de nos ministres, etc., qui ont été impactés par le coronavirus. Et je pense que c'est une interpellation à ce niveau-là, au niveau gouvernemental, de pouvoir, comment dire, mettre un peu plus, comment dire, s'impliquer davantage sur le renforcement de notre système de santé, également notre système de soins, afin que nous soyons plus résilients et
comment dire, à faire face à l'épidémie, puisque ce n'est pas fini, puisqu'on a tout à l'heure évoqué comment le monde, finalement, avec la mondialisation, on est finalement fragile et que ce n'est peut-être pas la première pandémie. On pourra peut-être faire face à d'autres pandémies dans le futur, d'où l'intérêt, finalement, de renforcer tous les échelons de notre système de soins de santé. Donc, pour moi, l'avenir, c'est cela. Pour moi, l'avenir, c'est aussi de nous-mêmes en tant que population, aussi de nous rendre compte de notre façon de vivre, également que, comment dire, que la réponse finalement doit être collective si on veut que la santé, finalement le soin de santé ou la santé ne concerne pas que le personnel de santé, ça nous concerne tous finalement, et que tout le monde doit être impliqué dans son environnement, être impliqué dans les mesures actuelles de prévention surtout de cette pandémie, et que si tout le monde peut répondre ou peut être impliqué dans la santé, j'espère en tout cas pour le futur que cette prise de conscience soit assez collective pour qu'on puisse être plus résilient à répondre aux problèmes de ce genre de problèmes, ça peut être l'épidémie ou pandémique, etc. Donc voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Si je comprends bien, le docteur Muriel demande à ce que les gouvernants, les populations, le corps médical, toute conscience de la population puisse se rendre mature à comprendre qu'un problème sanitaire, ça ne concerne pas que les médecins, encore moins que les infirmiers, mais ça devient quelque chose ça devient national parce que ces médecins viennent d'une famille et cette famille peut être contaminée. Donc, je crois que ces recommandations au sein de votre gouvernement aura un impact positif. Et ces mêmes recommandations aussi sont faites au niveau du continent, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, avec la mondialisation, le monde devient une planète, ça devient un village planétaire, là où moins de 4 heures, tu te déplaces de Kinshasa au Gabon et partout. Merci beaucoup, docteur Muriel, pour vos recommandations. Je vais passer au docteur Paul. Quelles sont les recommandations? D'abord, quel est le futur des soins de santé en Afrique et quelles sont vos recommandations auprès de vos gouvernements ainsi qu'auprès des populations comme l'a fait le docteur Muriel? Merci. Je pense que j'en ai eu à parler un peu plus au début. Et donc, ce que je vais juste ajouter à ce que j'ai déjà eu à dire, c'est ce que la pandémie a fait. Donc, du point de vue national, du point de vue mondial, je pense que la pandémie est tout simplement venue pour ouvrir, au fait, nos yeux face à la fragilité ou la vulnérabilité qu'on avait au niveau du système sanitaire. Et donc, comme l'a dit docteur Muriel, et comme je le disais au début, c'est pas seulement, bon, oui, c'est une crise sanitaire, mais ça a affecté d'autres systèmes, au fait. Ça a affecté le système social, économique, le système même mental, au fait. Il y a certaines personnes, seulement ce que la peur a eu à faire dans la vie des gens, en fait. Donc, sur le plan de vue psychologique, donc ça a affecté, au fait, tous les systèmes d'un pays, au fait. Et donc, pour ce fait, seul l'effort collectif, c'est pas seulement l'effort des médecins, le corps paramédical, mais l'effort de tout le monde, de tous les systèmes qu'on a au pays. Et donc, je pense que la pandémie a tout changé du point de vue mentalité d'abord, parce que on avait une certaine mentalité sur certaines choses, sur certaines maladies. Quand on entendait, OK, on a parlé de ça, on connaît sur ça, mais la COVID-19 est venue pour apporter une certaine mentalité aussi, un certain savoir-vivre et le vécu de tout le monde, à savoir les mesures qui ont été prises, les mesures de prévention. Je pense que même
ceux-là qu'on pouvait penser qu'ils ne pouvaient pas respecter, à un certain respect de la maladie qui est là, mais pas qui apportait une certaine peur, mais l'hygiène d'abord, parce que l'hygiène faisait partie de notre quotidien, mais ce n'est pas tout le monde qui respectait cela. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait face à cela et contract. On est contraint de pouvoir respecter certaines mesures et ces mesures-là font partie de nous maintenant aujourd'hui. Et je pense que même après la pandémie, nous allons continuer avec ces mesures de prévention parce que ce n'est pas seulement pour la pandémie qu'on le fera, mais aussi pour juste à titre préventif au fait. Et aussi, sur le système sanitaire, mes recommandations au niveau du gouvernement seraient de faire face et avoir un plan futur, un plan d'attaque et dans le recrutement d'abord des agents, un plan de financement pour le système sanitaire également, les équipements médicaux, les besoins au fait du système sanitaire. On a beaucoup de besoins qu'on ne pourra pas citer ici. Il y a beaucoup de besoins qu'on fait face quotidiennement. Donc, faire face à ces besoins-là et surtout les besoins de base. Les besoins de base, parce que même les besoins de base ne sont pas traités. Donc, même les besoins de base, quels sont les besoins de base qu'on a au niveau du système sanitaire et tout le monde doit se mettre la main de la pâte pour pouvoir faire face à cela. Et donc, c'est ce que je vais ajouter au fait. Et donc, c'est entamer les réformes pour ne plus jamais retomber à ce niveau de vulnérabilité sanitaire. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler à tous nos internautes que c'était le docteur Paul Sarah Mombouli depuis le Congo-Brazzaville, la République du Congo, ses recommandations auprès de son gouvernement, le gouvernement congolais, et aussi elle tient à rappeler à toute la population que les mesures barrières comme se laver les mains, c'est quelque chose c'est un rappel de certaines choses que nous avions eu à faire, mais qui deviennent maintenant, qui font partie de notre quotidien, que nous allons garder comme bonnes habitudes. Et aussi, je tiens à vous rappeler que nous sommes dans une conférence en ligne qui parle du futur des soins de santé en Afrique. Parce que l'Afrique, nous n'avons pas choisi l'Afrique nous a choisi et nous sommes là pour servir l'Afrique. Pour cela, je vais faire appel au docteur Wendy. Docteur Wendy, vous travaillez dans une zone rurale, je précise, la zone nord du Burkina Faso, et les choses ne sont pas faciles pour vous. Mais est-ce que, avec toute votre passion de travailler, avec vos populations, avec le corps médical que vous avez, est-ce que vous envisagez voir un futur dans votre structure, dans votre zone, ainsi qu'un futur dans les soins de santé au niveau de l'Afrique? Quelles sont vos recommandations? Merci beaucoup, Dr. Wendy. À vous la parole. Merci, docteur. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que à travers la pandémie du coronavirus, je réalise ce qu'on le proverbe qui dit à quelque chose, malheur est bon. C'était vraiment une situation difficile, une crise mondiale, mais elle nous a permis aussi de nous regarder vraiment dans la glace et de voir, comme l'ont dit mes prédécesseurs, toute la vulnérabilité. Et au niveau de mon pays particulièrement, ce qui pointe de prime abord, c'est l'organisation même du système sanitaire. Tout est centralisé. J'ai tantôt dit que c'était 3 niveaux, mais tout se passe pratiquement. La consultation, les populations, le contact direct avec la population, c'est carrément au niveau primaire. Par contre, le personnel de santé, surtout les spécialistes et tout, les structures de santé, le plateau technique adéquat, tout ça, c'est au niveau central. Ce qui fait que nous nous retrouvons personnel, je dirais, qualifié dans des structures où on ne peut pas vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, premier aspect que moi j'aimerais souligner par rapport à cette situation-là, c'est qu'on réorganise vraiment le système sanitaire. Le système sanitaire doit pouvoir être efficace à tous les niveaux.
Et sinon même plus au niveau de la base, parce que c'est là que la population vit. C'est à 20 km d'un centre de santé que la population vit et a vraiment besoin qu'on prenne soin de sa santé. Donc, c'est le premier aspect que je voudrais souligner. Le deuxième aspect, c'est aussi par rapport à la formation du personnel de santé. Dans la zone où je suis, on disait lorsqu'il y a un cas suspect, il faut faire un prélèvement. Mais on se retrouvait avec un seul médecin qui avait la formation adéquate pour effectuer ces prélèvements, puisque au début, on disait que c'était les spécialistes. Et il se trouve qu'il était requis pour le centre de prise en charge à Ouagadougou, ce qui fait que toute la région se retrouvait sans médecin pour faire le prélèvement. Cas suspect, oui, mais qui est habilité à prélever? Du coup, je vois aussi qu'il faut mettre l'accent sur la formation et la disponibilité des personnels de santé à tous les niveaux. Et enfin, un autre point que j'aimerais souligner, c'est vraiment l'aspect technique. Il n'y a pas de matériel pour travailler. Donc, c'est un autre aspect aussi qui pourrait être pris en compte pour que le futur des soins de santé dans mon pays et un peu partout en Afrique soit plus verdoyant. Parce que d'habitude, on ne pense pas vraiment à la santé. Quand on dit qu'il faut faire de la santé une priorité, on voit que la santé ne rapporte pas. C'est un domaine social. On a tendance à se focaliser sur le secteur économique et tout, mais c'est une boucle. Avec la pandémie de COVID-19, on s'est rendu compte que tout a fermé. Les structures ont fermé, les marchés ont fermé, les boutiques ont fermé, il y avait le couvre-feu. Du coup, l'activité économique a vraiment eu un coup. Ce qui fait que c'est vrai que la santé ne rapporte pas grand-chose, mais on gagne vraiment à investir dans la santé. Donc, ce que moi j'ai comme recommandation en dehors de ce que j'ai déjà dit, c'est de vraiment faire de la santé une priorité. Et ce n'est pas seulement en termes de budget, le secteur de la santé a occupé tel budget, mais il faut qu'on puisse progresser. Au Burkina Faso, par exemple, au début de la pandémie, on n'avait qu'un seul respirateur pour tout le pays, fonctionnel. C'est lamentable et c'est grave. Les lits de réanimation, on n'en avait pratiquement pas. Il a fallu commander et on dépend totalement de l'extérieur. Rien que les simples gants, il y avait des ruptures dans les structures de santé. Les solutions hydroalcooliques, il fallait commander. Il a fallu cette pandémie-là pour que des structures locales se mettent à fabriquer elles-mêmes les solutions hydroalcooliques, le gel, etc. Les vaccins, plein de choses. Beaucoup d'activités sanitaires, économiques, tout a été suspendu à cause de cette pandémie, tout simplement parce qu'on dépend tout le temps de l'extérieur, toujours de l'extérieur. Donc, en dernier ressort, il faut qu'on pense à autonomiser un peu quand même notre fonctionnement, nos structures et tout, pour que même si on ne peut pas communiquer directement avec l'extérieur, qu'on puisse avoir un minimum d'autonomie pour pouvoir prendre soin de notre santé nous-mêmes. Donc, voici mes quelques recommandations que j'ai à ajouter en plus de ce que mes prédécesseurs ont déjà dit. Merci. Merci beaucoup, Dr. Wendy, depuis le Burkina Faso, plus précisément dans la zone nord. Les 3 médecins que nous avons eus, mes chers consoeurs et collègues, je tiens à rappeler à tout le monde, sont des jeunes leaders d'Afrique, sont des femmes africaines qui portent leur pays personnel dans leur cœur et en plus de ça, l'Afrique tout entière. C'est pour cette passion que nous avions de voir l'Afrique de redevenir ce qu'elle a été ou ce qu'elle doit être, que nous tenons ce genre de conférence, que nous voulons en parler. Nous ne voulons pas juste critiquer nos systèmes, mais nous voulons recommander des solutions auprès de nos gouvernements et des personnes habilitées à prendre des décisions. Pour ce faire, nous sommes à la fin de notre conférence en ligne. Je vais pouvoir demander à tous nos médecins, mes consoeurs ici, de donner leur dernier mot à l'égard des populations, des communautés, de tous ceux qui nous ont suivis cet après-midi. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous concernant le futur des soins de santé en Afrique? Merci pour le dernier mot. Je commence avec le docteur Muriel Kielenda de la RDC. Merci. Oui, docteur Kielende. Je pense que ça a été pour moi et comme j'espère que tout le monde qui nous suit bénéfique de pouvoir parler de ce sujet finalement qui nous touche tous, la santé, je pense qui est
est un problème. C'est pas vraiment, enfin, je veux dire, la santé, c'est quelque chose qui nous touche tous, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Et à travers, j'espère que vous avez pu bien profiter de nos différents points de vue de différents pays. Et j'espère que cela va nous permettre, à nous comme à vous, aussi de nous apporter plus des réponses et également à nous investir dans la santé. Et voilà. Donc, c'était un plaisir de partager ce moment et en espérant que ça peut contribuer, ces différents, enfin, je veux dire, cette réunion peut être bénéfique aussi pour, en tout cas, a été profitable pour tous. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup, docteur Muriel Kelende. J'espère que j'ai bien prononcé. Depuis la RDC, une consoeur à moi, une jeune leader d'Afrique. L'Afrique compte sur vous, docteur. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir cet après-midi et je suis sûre et certaine que vos recommandations iront là où ils doivent être, et que le système sanitaire en RDC connaîtra un impact positif grâce à vous. Je vais donner la parole à ma consoeur, le docteur Paul Sarah Mombouli de la République du Congo, plus précisément à Brazzaville. Quel est votre dernier mot? Qu'est-ce que les internautes, nos frères, nos sœurs, nos gouvernements peuvent retenir de cet entretien, de ce partage sur l'avenir ou le futur des soins de santé en Afrique? Merci, docteur Paul Sarah de Brazzaville. Merci beaucoup, docteur Jenny. Je pense que cette conférence, pour moi personnellement, comme l'a dit docteur Muriel, a été très bénéfique pour savoir que d'abord, premièrement, je ne suis pas seule. On n'est pas seul. Je pense que parfois, quand on vit dans un pays et on ne connaît pas nécessairement ce qui se passe dans les autres pays, on a souvent tendance à pouvoir parler pire de notre nation. Mais quand on sait que le problème se passe aussi dans d'autres nations, on est encouragé, pas seulement, on est encouragé de savoir que oui, il y a aussi dans d'autres, mais on est encouragé de savoir que le problème que je traverse, les autres aussi traversent. Donc, mon appoint ou ma façon de voir les choses doit être différente. Pas ne pas juste laisser tomber ou abandonner, mais si les autres peuvent passer, donc je peux venir ensemble, on peut venir ensemble pour faire face à cela. Comme il y a un proverbe, le proverbe africain qui dit que les habits sales se lavent en famille. Les habits sales se lavent en famille. Donc, c'est tout simplement si et seulement si nous tous, avec un effort collectif, nous venons ensemble pour pouvoir faire face à cela. Donc, c'est comme on le disait, c'est un point, c'est comme un bras au niveau de la santé. On dit que si la main est affectée, c'est tout le corps, parce que vous allez sentir la douleur, c'est tout le corps. Donc, le système sanitaire, c'est pas un système qui est à part entière d'un système national. Donc, si le système sanitaire et d'ailleurs la pandémie nous l'a montré, que si un système est affecté, c'est tous les systèmes qui sont affectés. Et donc, je pense que, et je crois, et j'espère aussi que les recommandations que nous avons eu à faire et individuellement, nous savons que nous pouvons avoir des initiatives, nous pouvons avoir ce cœur-là, mais si ces initiatives-là, si ces recommandations-là ne sont pas supportées pratiquement, nous allons encore faire d'autres conférences et ça ne va aboutir à rien, au fait, à nulle part. Donc, c'est prendre vraiment conscience de cela, prendre conscience que j'espère que cette pandémie-là nous a poussé à prendre conscience sur la vulnérabilité de notre système, de nos systèmes sanitaires et vraiment nous a encouragé et cette conférence nous a encouragé vraiment de faire la pratique, de prendre la charge en main pour faire face vraiment à cela. Donc, c'est ce que je voulais ajouter et dire comme point final.
Merci beaucoup, Dr. Paul Sarah Mambouli depuis la République du Congo, Brazzaville. C'était son dernier mot. Et j'aimerais aussi vous dire, docteur, nous sommes très fiers de vous. Et le Congo compte sur vous, l'Afrique tout entière compte sur vous. Ne baissez pas les bras, continuez, comme vous l'avez dit. C'est en communiquant avec les autres que nous comprenons que nous ne sommes pas seuls dans un combat, mais ensemble, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons arriver à un objectif collectif. Merci beaucoup, docteur Paul Sarah Mambouli depuis la République du Congo-Brazzaville. Je vais alors faire appel à ma consoeur, notre docteur, celle qui a la passion de voir les populations des zones rurales aussi bénéficier des soins de santé de qualité, les soins de santé qui aussi, parce que l'homme, peu importe sa zone de localisation, l'homme est égal à lui-même. Que tu sois au centre, au niveau de la région ou encore au niveau d'un district, tu restes l'homme. Le sang demeure rouge. D'où le système de santé doit être égal. Je vais faire appel au docteur Wendy sur ces mots pour demander à docteur Wendy qu'est-ce que les internautes, nos frères, nos sœurs, les Africains peuvent retenir de vous concernant ce sujet du futur des soins de santé en Afrique. Docteur Wendy depuis le Burkina Faso, merci. Merci beaucoup, docteur Jenny. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que à travers cette conférence, nous nous sommes rappelés que la santé, c'est une question de tous. Ce n'est pas seulement une question du personnel de santé, et quel que soit le niveau intellectuel, économique, social, on peut être touché de la même manière. Et on n'est jamais à l'abri d'une épidémie comme celle-là. Donc, autant commencer à nous préparer à l'avance. Et se préparer, ça passe par les structures, le développement des structures de santé, de la formation du personnel de santé et la bonne communication avec les populations, la promotion de la santé. Et aussi, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faudrait qu'on s'autonomise un minimum, un temps soit peu, pour pouvoir, dans les premiers instants d'épidémie, pouvoir répondre. C'est vrai qu'au niveau mondial, tout le monde a été surpris, il y a eu beaucoup de tâtonnements, mais qu'au moins qu'on soit capable de tâtonner un peu de par nous-mêmes. Donc, et aussi, je pense que il faut que le secteur privé et aussi tout un chacun essaye d'apporter quelque chose. On se repose toujours sur l'État doit prioriser ci, l'État doit prioriser ça. Et on encourage, c'est vrai, l'entrepreneuriat, mais c'est surtout dans beaucoup d'autres secteurs. Dans le secteur de la santé, par exemple, au Burkina, je n'ai pas vraiment vu que le secteur privé a pu vraiment contribuer. Quand il s'agit de suspicion de cas de coronavirus, c'est vrai que l'organisation même de la prise en charge est orientée vers des structures étatiques, mais si on avait aussi un privé assez développé avec des infrastructures de haut niveau, ils auraient pu participer aussi à la riposte contre cette pandémie-là. Donc, tout un chacun s'implique. On pense au quotidien à investir aussi dans le domaine de la santé, parce que lorsqu'une situation se déclenche, nous allons tous en pâtir. Donc, autant bien se prémunir pour pouvoir toujours avoir un minimum de préparation et pour avoir une bonne réactivité. Donc, la santé, c'est l'affaire de tous. Impliquons-nous au quotidien. Pensons à des stratégies innovantes pour révolutionner le secteur de la santé et on pourra avoir un futur radieux pour les soins de santé en Afrique. Merci. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tous nos internautes, ceux qui ont été actifs en ligne, ceux qui nous ont suivis en ligne, ceux qui nous ont soutenus en ligne. Je dis grand merci et je reviens vers les panélistes. Je tiens à remercier le docteur Wendy depuis le Burkina Faso, la zone nord, qui est vraiment sur le plan de sécurité, qui n'a pas vraiment... Tu ne ferais pas le choix d'y aller, mais par la passion de voir tout le monde bénéficier d'un service de santé de qualité, elle a décidé d'être le changement. Nous disons merci, Dr. Wendy. Nous sommes très fiers de toi. Et l'Afrique compte sur toi, le Burkina est derrière toi, le Congo est derrière toi. Et c'est toute
tout le village planétaire qui te soutient. Je tiens à remercier Dr Paul Sarah Mambouli depuis la République du Congo, Brazzaville. Je remercie aussi le docteur Muriel depuis la RDC, de la RDC Kinshasa. Merci beaucoup à tout le monde de se rendre disponible, de partager vos expériences, de partager vos challenges, de partager vos défis et de dire aussi aux populations du monde, surtout des Africains, que le futur radieux pour l'Afrique concernant son système de santé est possible. Nous sommes reconnaissants et nos recommandations, j'ai foi, je crois qu'elles iront à l'endroit de ceux qui doivent décider du système parce que nous vous faisons confiance, décider pour le bienfait de tous. L'Afrique compte sur vous et nous vous souhaitons une excellente journée et au revoir. Merci. À vous pareillement. Bye bye.